Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous êtes en perpétuel mouvement, sans jouer la carte du mouvement perpétuel, bien au contraire. Vous êtes la rigueur même à la ville pour jouer à la scène des personnages totalement désarticulés. Bonjour, Régis Truchy. Bonjour. Merci. Alors, on connaît votre nom, on connaît aussi le hip-hop, car vous êtes un précurseur, vous avez eu un parcours incroyable, vous êtes en tournée avec un spectacle qu'on va évoquer aussi tout à l'heure, qui est aussi étonnant et qui a fait un triomphe à Paris. Donc le principe des clés d'une vie, c'est de raconter ce parcours pas comme les autres, à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, alors elle vous concerne pas directement, mais elle est importante, le 23 février 2002, Marcel Marceau fait ses adieux au Palais des Congrès pendant un mois. C'est ça. Et ça vous a marqué? Ah là, ça m'a marqué à vie. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il fallait toute une vie pour maîtriser son art. Car je ne sais plus quel âge il avait, je crois qu'il avait 75 ans. Ah oui, au moins, oui. Et j'ai jamais vu quelqu'un autant illuminer une scène avec aussi peu de scénographie. D'ailleurs, il n'y en avait pas. C'était juste lui, une petite musique. Il interprétait plein de petits personnages. Depuis ce jour-là, j'étais comme un fou, je me suis dit, il faut que je fasse la même chose plus tard. Alors, c'était le secret d'éternelle jeunesse. En fait, pendant les 10 dernières années de sa vie, Marcel Marceau a fait ses adieux régulièrement. C'est ça. On en a moins parlé que de Joséphine Baker, mais il pouvait pas s'en aller. Et c'est vrai, parce que même Marcel Marceau, il vient de chez nous en France, et même pour ses 100 ans, j'ai jamais vu d'événements par rapport à lui, alors que c'est quelqu'un qui a marqué le monde entier. Bien sûr, mais aux États-Unis, c'était une star. C'était une star. Alors, il a été un élément déclencheur pour vous par sa façon d'utiliser ses états émotionnels et son corps pour rendre l'irréel réel sur scène, Régis Truchy. Pour moi, c'était un magicien. En fait, on voyait tout sur scène et il n'y avait rien. Même à l'époque, j'avais une amie qui était avec moi et elle me disait mais je vois la fontaine, je vois le policier, je vois la femme là qui est là avec son enfant. Enfin bref, on était comme des enfants. Et je me rappellerai toujours à la fin, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un mot. Et tout le monde s'est levé. Et on a senti la puissance du corps qui nous avait retransmis au niveau des spectateurs. L'émotion, elle était... Son personnage, c'était Bip. Bip. Bip, c'était Bip maquillé. C'est-à-dire qu'à la limite, on ne connaissait même pas le visage de Marcel Marceau. Exactement, exactement. Par contre, il rendait des choses tellement réelles. C'est vrai qu'on ne le voyait pas, mais on le voyait sublimé. Et vous l'avez rencontré, Marcel Marceau? Malheureusement, non. Je peux vous dire que c'est quelqu'un de très bavard. C'est vrai. Quand on l'interviewait, il n'arrêtait pas. Quelque part, ça me rassure parce que les gens qui m'entourent, à chaque fois, ils me disent « Mais toi, tu parles pas sur scène, mais qu'est-ce que tu parles dans la vie ?» Et d'ailleurs, dans le film de Mel Brooks, La dernière folie de Mel Brooks, il y a un seul mot, et c'est Marcel Marceau qui le prononce à la fin. C'est ça qui est trop fort. Mais je me souviens aussi d'un spectacle au Théâtre des Champs-Élysées, une première, et il y avait Jean Carmet dans la salle. Et l'histoire est authentique, Jean Carmet s'est endormi, il s'est réveillé, et tout d'un coup, il a hurlé plus fort. C'est pas vrai. Authentique. Ouais. Ça, c'est drôle. Alors, vous avez compris l'importance du mime en voyant aussi des images consacrées à Robert Shields, un pantomime qui était à San Francisco, qui performait. C'est ça, c'est dans les années 70, c'était un monsieur qui était dans la rue, qui s'amusait à jouer avec les gens. Et ce monsieur-là a beaucoup influencé ce qu'on, nous, après, on a appelé la danse hip-hop. Et en fait, la street dance. Et ce monsieur-là avait rencontré Marcel Marceau peu de temps avant, quoi. Mais ce qui est étonnant, c'est à l'époque, personne marchait ou faisait des blagues dans la rue. Aujourd'hui, on en voit sur Internet. On voit aussi ces gens déguisés à Montmartre ou partout. C'était nouveau à l'époque. C'était complètement nouveau. Et en fait, c'était la manière de s'exprimer et de jouer avec les choses qui nous entourent. Et en fait, c'est ça la vie. C'est tout ce qui nous entoure, il faut réussir à le retranscrire sur scène. C'est un véritable apprentissage. Oh, complet. C'est-à-dire qu'on est toujours à l'écoute. Même Charlie Chaplin, quand il était plus petit, avec sa mère, à Londres, il s'amusait à regarder les gens de sa fenêtre, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'argent, il était là et il essayait de les imiter. Et c'est ça qui a fait toute sa force, sa richesse. Parce que c'est vrai que nous, en tant qu'artistes, on dit toujours, oui, on invente, mais on n'invente rien. Tout est là. C'est-à-dire que vous, Régis Truchy, vous avez beaucoup imité et vu avant de commencer. C'est ça. Après, à l'époque où j'ai commencé, on était toujours dans un idéal. On essayait, on fantasmait. Donc c'est pour ça que parfois, on se lâchait un peu plus. Maintenant, c'est vrai qu'avec toute la technologie, on est tout de suite sur l'écran, on regarde et ça devient identifiable. Alors qu'on était quand même dans l'imaginaire à l'époque. Et comment on faisait ? On s'amusait, à s'ennuyer. Et c'est ça, l'ennui. L'ennui, c'est ce qui nous permet de créer. C'est-à-dire qu'il vous arrivait de rester pendant des heures à chercher quelque chose. Exactement. Et un mouvement.
Et ce mouvement, vous le gardiez au fond de vous-même. Exact. Et il voulait que ressortir. Alors, il y a aussi quelqu'un qui vous a beaucoup marqué, Régis Truchy. C'est un humoriste qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui est Michel Courtemanche. Oh là là. Quel artiste. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais Courtemanche, en fait, c'était le premier pour moi que j'ai vu faire du mime avec quelque chose vraiment d'identifiable et des bruitages. Et il le faisait façon un peu cartoonesque. Mais il avait une rigueur, justement, même dans le mouvement. C'était pas un danseur. Et c'est ça qui me fascinait. Je me disais, il arrive à bouger avec son corps. C'est pas un danseur. Il fait moins et il fait plus. Comment il arrive à faire ça? Et en fait, tout vient de son état émotionnel qu'il le mettait au service de son mouvement. Et le mouvement devenait intéressant. Il a débuté au Québec dans un spectacle qui s'appelait Un nouveau comique est né, au festival Juste pour rire. Et puis, il a fait un triomphe en France. Je crois que c'est le seul Québécois qui ait fait plus de 500 000 spectateurs en France. Alors, ça ne m'étonne pas, c'était dans les années 90, c'est ça, hein? Oui, c'est là où je l'ai vu, ou même la première fois où quand j'ai vu les bébés, où il faisait le bébé sur scène avec le gros biberon. Oh là là, qu'est-ce que c'était magnifique. Et vous savez que George Lucas l'a approché pour tourner dans Star Wars épisode 1, La menace fantôme. Oui. Et il devait jouer le rôle de Jar Jar Binks. Exact. Et ça s'est pas fait. Le rôle a été confié à Ahmed Best. Mais il aurait pu être dans Star Wars. En plus, moi déjà, je suis un grand fan de Star Wars et c'est pour ça que Courtemanche chez Star Wars, ça aurait été magnifique. Alors, il y a même une BD qui est sortie à l'époque, Les Aventures de Courtemanche, dessinée par Bruno Marty, qui était le caricaturiste des Guignols. D'accord, ok. Ça m'étonne pas. Alors, il a eu quelques ennuis. Ensuite, Michel Courtemanche, je crois qu'il a été utilisé à son insu par la police de Montréal pour infiltrer un camp mafieux, le clan Risotto. Oui. Et puis, il a eu quelques soucis de santé, justement, parce qu'il est un peu bipolaire. Et puis, il a remporté dernièrement la 3e saison de la version québécoise de Masked Singer, qui s'appelle Chanteur masqué, dans la peau d'un caméléon. D'accord. Donc, il commence à revenir sur scène. Exactement. Et par contre, même moi, je travaillais au Cirque du Soleil et il a coaché des clowns au Cirque du Soleil. Et c'est vrai que moi, j'ai vu quelques images de lui. Et souvent, il y en a qui disent « Ah, mais il a vieilli, maintenant, ça c'est plus du tout pareil. » Et bien au contraire. J'ai l'impression même qu'il est encore meilleur qu'avant. Alors, il y a quand même une chose qui est très importante à signaler avec vous, Régis Truchy, c'est l'origine de votre vocation, c'est ça. Ah oui, effectivement, Chantal Goya. Chantal Goya. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai en plus, c'est ma grand-mère qui m'emmenait voir les spectacles au Palais des Congrès. Oui. Voir Chantal Goya. Et à chaque fois, c'était un univers magique, un peu enfantin. Moi, que ça me plaisait. Vous aviez 6 ans, je crois. Ah oui. 5-6 ans. Ouais. Et ça vous plaît, vous aviez pas envie de faire du spectacle à l'époque? En fait, je pense que c'est un peu ça qui m'a donné envie de faire du spectacle. C'est curieux, hein? Ouais. Quoi. Et elle continue, elle est en tournée en ce moment avec un spectacle qui triomphe partout. Oui. De toute façon, elle a toujours eu du succès. Oui. Parce que je pense que, avant tout, l'artiste, il doit être avec son public et elle y est complètement. Oui, mais elle y est et elle a 5 générations de spectateurs qui montent sur scène à la fin. C'est énorme. Moi, je trouve ça... Pour moi, des parcours comme ça, je trouve ça très impressionnant. Alors, en plus, la danse vous a aidé parce que vous étiez enfant, je crois, Régis Truchy, quelqu'un de très timide. Oui. Et d'ailleurs, encore à l'heure actuelle. Hein. À l'heure actuelle, je suis encore un peu timide. Et la danse est venue parce que le corps vous a permis de vous exprimer. C'est ça. J'avais du mal à m'exprimer, même avec les mots. Même parfois, j'avais du mal à rentrer dans une boulangerie et demander une baguette de pain. C'est bête, hein, mais... C'était comme ça, ouais, j'ai un côté un peu introverti. Alors, vous êtes devenu danseur, pourquoi et comment? Alors, en fait, danse classique au départ. Alors, au tout départ, c'était de la danse d'éveil. J'avais demandé à mes parents de faire de la danse et ils m'avaient mis à la danse d'éveil. Même mes parents voulaient que je fasse un instrument de musique. Ils se sont dit, tiens, c'est bien, comme ça, il aura l'oreille musicale, tout ça. Et en fait, pas du tout. À 6 ans, j'ai dit, je veux aller plus loin au niveau de la danse. Et à l'époque, il y avait que de la danse classique à peu près J'étais à côté de chez moi, à Villejuif, et ils donnaient des cours. Donc, j'y suis allé. Et j'ai arrêté à l'âge de 10 ans, car la première fois que j'ai vu de la danse hip-hop, c'était à l'âge de 10 ans, devant la télé, Sydney HIP. Voilà, mais en même temps, votre premier ballet, ça a été Coppelia à 10 ans. C'est ça. C'est ça. Et d'ailleurs, j'étais avec un danseur de l'Opéra de Paris qui m'avait dit « Mais ça serait bien que tu rentres à l'Opéra de Paris en tant que petit rat de l'opéra. Ouais. » Et en fait, non, c'est le milieu du classique
m'avait pas trop intéressé au niveau de la perception des choses, alors que j'adore la danse classique, quoi. Mais c'était, en fait, je me suis aperçu, au fur et à mesure où j'ai pris de l'âge, que c'était pas la danse qui me gênait, c'était parfois l'attitude de certains êtres humains. Voilà. Mais ça vous a appris quand même la rigueur. C'est ça. Et ensuite, il y a eu le patinage artistique pendant 2 ans. Patinage artistique qui était très très bien, mais j'étais pas assez assidu. Mais j'aurais bien aimé continuer. Oui, mais c'était aussi un apprentissage pour aller vers la danse. Complet. Et vraiment, vous pensiez à ce moment-là faire votre métier de la danse? Non, j'ai toujours dit aux gens autour de moi, je ne ferai jamais ce métier-là. Vous comptiez faire quoi? Je me suis bien planté. Vous comptiez faire quoi? J'étais parti pour faire serveur. J'avais travaillé à l'hôtel Crillon à l'époque et j'étais rentré à l'école Ferrandi pour faire serveur. Mais voilà, le destin en a fait tout autre. L'école Ferrandi forme les cuisiniers et vous avez connu d'autres recettes, celle du succès. Oh, c'est beau ça, ça j'aime beaucoup. Et on va évoquer cela à travers une date importante pour vous, c'est le 10 janvier 2005. À tout de suite sur Sud Radio avec Régis Fruchy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité est Régis Fruchy. Vous êtes l'un des maîtres du hip-hop. On a parlé de vos débuts, votre passion pour Marcel Marceau. Vous êtes en tournée actuellement avec un spectacle qu'on va évoquer dans quelques instants. Et il y a une date importante dans votre carrière, c'est le 10 janvier 2005. D'après mes archives, c'est votre première grande télé. Le Journal de Paris Île-de-France, le Théâtre National de Chaillot ouvre sa scène au hip-hop et présente Quatuor, où vous êtes dedans. Oui, avec Émile Parisien, qui était un grand musicien de jazz, et d'autres aussi, et d'autres musiciens. Et là, j'étais avec mes amis, Xavier, Hakim, Karim. Et c'est vrai que pour nous, c'était une grande première parce qu'on avait des musiciens en live avec nous sur scène. C'était magnifique. Et un spectacle, on voit les images, où vous dansez et vous improvisez beaucoup. Exactement. C'est propre aussi parfois à la danse hip-hop. On travaille tellement notre personnalité qu'on est vraiment sur l'instant présent. Alors, le hip-hop, donc, c'est né en regardant Sydney à la télévision. Pour moi, en tout cas, c'était ça. Ouais. Alors, c'était le dimanche après-midi et c'est la première fois, en fait, que j'ai vu des gens bizarres faire avec leur corps des mouvements qui paraissaient élastiques. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Il y avait aussi le break par terre. Et ça, pour moi, c'était je disais, ouais, c'est bien, mais c'est plus compliqué. Enfin, pour moi, dans ma tête. Et après, j'y suis allé. Et à l'époque, le hip-hop, c'était considéré par certains comme une danse de caniveau. C'est une danse de rue. Mais c'est comme la danse classique. Hein. La danse classique, elle a commencé dans la rue aussi, c'est pareil. Mais de toute façon, la plupart des arts commencent dans la rue. Voilà. Mais en même temps, les gens ne connaissaient pas cette danse ou la méprisaient à l'époque. C'était dur. Ils la méprisaient complètement. À chaque fois, c'est vrai qu'on était mis un peu, parfois, plus bactère. Alors que lorsqu'on arrivait sur scène, tout de suite, alors là, c'était plus la même chose. Mais quand on était dans la rue, parfois, il y en a qui nous aimaient bien et d'autres pas. Alors, on a aussi réduit cette danse en la comparant au rap. Oui, parce qu'il disait c'est la musique de rap. Mais non, le rap, c'est autre chose. Alors, il y a eu aussi un reportage, peut-être l'avez-vous vu, en 94, le 19 février, où il y a un journaliste d'actuel, Bernard Zecri, qui explique les débuts créatifs et les désargentés de ce mouvement. Vous connaissez ce reportage? Non, je l'ai pas vu. C'est un reportage. Donc, car lui, qui était journaliste actuel, a participé au début du mouvement hip-hop aux États-Unis. Il était en colocation à New York avec 2 artistes graffiti, Fab 5, Freddy et Futura 2000. Oui, Futura 2000 et Fab 5, voilà. Je connais très bien. Et donc, il habitait avec eux, et c'est comme ça qu'il a découvert le hip-hop et qu'il l'a amené en France. Et il y a eu le premier grand reportage dans Actuel. D'accord, ok, très bien. Et c'est vrai qu'Actuel, c'était aussi un journal qui était dans les tendances. Dans les tendances de l'époque, quoi, enfin. Qui a toujours été en évolution. Le hip-hop, le graffiti, tout ça, c'est le même univers. Voilà, DJ, graffiti, rap, beatbox, danse, tout ça, ça fait partie du même groupe. Et une fois que vous l'avez découvert, vous avez appris, vous vous êtes informé? En fait, oui, on s'est informé, on a été aux États-Unis, j'ai eu la chance de danser avec des précurseurs. Et même le coach de Michael Jackson, qui s'appelait Popin Taco, c'était en fait, derrière chaque grand artiste, il y avait souvent des danseurs de rue. Et justement, ce coach, vous l'avez rencontré comment? Alors, on l'a rencontré, nous, à Los Angeles, car on devait faire venir, en fait, un monsieur qui s'appelle Wiggles, qui faisait partie aussi des précurseurs aux États-Unis. Il faisait un spectacle à Vegas, et en fait, je marchais dans les rues de Los Angeles, et un gars m'a reconnu, et il a dit, ouais, je travaille avec Popin Taco, tout.
waouh, mais depuis qu'il est avec Michael Jackson, on le voit plus. Il me fait non, mais t'inquiète, je vais te le présenter. Et voilà. Et c'est vrai qu'il vous a aussi encouragé, parce qu'au début, ça a été très difficile pour vous, Régis Trichy. Ça a toujours été dur. Ça a toujours été très dur. Bah, déjà, de se faire reconnaître dans un art, c'est très compliqué d'assumer. Et c'est vrai que là, il fallait défendre ce qu'on avait au plus profond de nous-mêmes. Donc c'est vrai que parfois, c'est un peu compliqué. Avec des déceptions à certains moments. On a des déceptions, mais ça va. J'ai pas trop à me plaindre. Alors, le terme hip-hop, on dit que ce serait la combinaison du terme anglais hip, qui signifie être dans le vent, être branché, et que tout hop, c'est sauter ou danser. Alors, est-ce que c'est la vérité? Parce que d'autres disent que ça vient des hippies. Alors, on ne sait pas l'origine. Alors là, je peux pas vous le dire. En tout cas, le hip-hop, il est venu avec la Zulu Nation. C'était Afrika Bambaataa qui avait créé ce mouvement-là, parce qu'il avait perdu son frère dans un gang. Et il voulait faire vraiment un mouvement qui soit pacifique, en fait. Alors, au début, ça s'appelait le Smurf, je crois. Alors ça, c'est une appellation française. Oui. Parce que je me suis bien planté quand j'étais aux États-Unis et que j'ai dit, oui, tiens, je fais du Smurf. Et il me regardait, il faisait quoi? Il fait du Schtroumpf. Ben voilà. Bah voilà, c'est ça. Donc ça, c'était une appellation française. Mais pourquoi C'est parce que tout le monde trouve des noms. C'est pour ça que moi, je fais toujours très attention aux mots et à ce que ça veut dire. C'est toujours assez compliqué. Et Régis Trichy, il faut savoir que les Smurfs, justement, c'était des Schtroumpfs aux États-Unis qui sont nés de façon bizarre. C'est-à-dire qu'il y avait quelques Schtroumpfs importés pour les enfants. Exactement. Et une petite fille en a eu un dans les bras et son père, qui était un des patrons de la chaîne ABC, a dit, mais tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il s'est renseigné, on connaît la suite. Alors, vous êtes donc un pionnier en France parce que finalement, il y a eu le premier spectacle qui était Sobedo, je crois. Sobedo, exactement. On avait fait 4 soirs au Casino de Paris, 3 mois de tournée dans toute la France. À l'époque, c'était monsieur Christian Tamet qui nous avait qui avait fait construire ce spectacle. Et avec il y avait Boogie Sai, Macadam, Actuelle Force et Hard Zone. Et finalement, le public connaissait pas au départ. Comment ce Casino de Paris, comment on fait? En fait, c'était Christian Tamet avec les gens de la culture qui nous avait donné en fait carte blanche pour monter ce spectacle. Et 4 soirs, guichet fermé, carton total, 3 mois de tournée dans toute la France. On est tous devenus professionnels à cette époque-là. Et voilà, le hip-hop était en marche. C'était quoi Sobedo? Sobedo, en fait, c'était c'était 4 groupes en fait qui se rencontraient sur scène. Et Sobedo, c'est en béninois. Oui. Ça veut dire comment ça va. Oui. Comment ça va en béninois. Et en fait, c'était juste nous qui nous affirmions pour la première fois sur scène. Et on faisait voir nos prouesses. Et comment expliquer que c'était à guichet fermé, Régis Trichy? Parce que je pense que c'était la première fois dans le théâtre en France qu'on voyait un spectacle de cette envergure. Donc forcément, ça attirait beaucoup de monde. Oui, de cette envergure et puis dans un style particulier. Exactement. Car il y avait beaucoup plus de fans qu'on ne connaissait pas qui étaient là. Parce que en fait, c'est vrai que c'était un mouvement qui vient de la rue, mais ça ramène tellement de monde. Même de toute façon, la danse hip-hop, même à l'heure actuelle, ça ramène énormément de monde. Mais à l'époque, même les journalistes étaient étonnés parce qu'ils disaient mais le hip-hop, on connaît pas. Exactement. Et c'est vrai qu'il y avait même le milieu contemporain. Ils disaient faut faire attention. Et puis en fait, au fur et à mesure, ils se sont ouverts et ils étaient obligés. Il y avait tellement une effervescence que on était obligés d'y aller, quoi. Voilà. Et donc, Régis Trichy, vous êtes devenu finalement le symbole des pionniers en France du hip-hop. Oui, j'ai fait partie de ces gens-là parce qu'on était pas mal à l'époque. Voilà. Alors, il y en a une qui a aussi beaucoup compté pour vous. C'est une danseuse, c'est Pina Bausch. Ah oui, Pina Bausch. C'est pareil, c'est Christian Tamet qui nous avait emmenés à Wuppertal, en Allemagne, et pour ses 80 ans, on lui a fait un spectacle de danse hip-hop, justement même avec Popin Taco, Wiggles, Skitter Rabbit, Suga Pop. Elle connaissait le hip-hop? Elle aimait bien sûr. Oui, elle était très intéressante. Et je crois qu'il y a eu un festival où justement vous avez fait c'est exactement dans son théâtre. Elle, en plus, je crois que c'est en 76 qu'elle a rompu avec les danses conventionnelles pour faire autre chose. Elle a introduit le concept de danse-théâtre, donc la base du hip-hop. Et c'est exactement ça, parce qu'en fait, elle s'intéressait beaucoup à l'humain, à sa manière d'être. Parce que, en fait, c'est vrai que quand on a certaines règles, mais les règles, on les a au plus profond de nous-mêmes. C'est à nous de comprendre comment on marche, comment on fonctionne. Souvent, on dit, tiens, pour aller sur scène, marcher, c'est compliqué. Mais il n'y a pas une manière de marcher. Chacun a sa manière. Mais c'est à toi de la comprendre et c'est à toi de l'élever
pour que ça devienne intéressant. Il y en avait une qui était très forte, qui était Edith Piaf. Elle avait trouvé un truc. Elle entrait sur le plateau, elle allait tout droit jusqu'au centre. Elle tournait à droite et elle allait doucement vers le micro, ce qui fait que l'ovation durait encore plus longtemps. Exactement. Et c'est ça. C'est souvent, on a peur de ça, du vide. Alors que le vide, il faut le prendre pour l'élever. Est-ce que la danse classique vous a servi, Régis Truchis, pour faire du hip-hop ? Oui, ça m'a servi au niveau de la rigueur. Ne jamais lâcher l'affaire. Même s'il y a des déceptions, comme vous parliez tout à l'heure, c'est vrai que quand vous m'avez parlé de ça, c'est vrai que souvent, on peut être déçu. On est montré du doigt, parfois en bien, parfois en mal. Et cette rigueur-là, dans le classique, quoi qu'il arrive, tu tiens ton cap. Et vous avez même travaillé avec quelqu'un d'autre de très célèbre. Autant des jupes culottes, j'étais cool à l'école, manger à la cantine, y avait pas de vache folle à la télé. J'étais Panada Yato dans MC Solar, vous avez fait une tournée avec lui, c'est une belle rencontre. Ah oui, on a fait j'ai fait 2 tournées avec lui, et c'est vrai qu'on se connaissait depuis tout jeune, et même ma première télé, c'était pour avec Michel Drucker, oui. Star 90, oui. Je l'ai fait avec MC Solar. C'est-à-dire qu'il y avait une convergence des danses, du Exactement. rythme. En fait, j'étais un très bon ami à Bambi. Enfin, je suis toujours très bon ami à Bambi. Bambi Cruz, qui est le metteur en scène et chorégraphe de MC Solar. Et donc, ce sont des liens presque... Parce que le hip-hop, pour lui, ça lui dit quelque chose. Ah bah oui, même il est venu à ma dernière, là, justement, à la Nouvelle Ève sur Paris, mais c'est plus... c'est comme la famille. Hein. Voilà, exactement. Ouais, Et puis, il y a eu une autre date très importante pour vous, qu'on va évoquer dans quelques instants. C'est le 24 février 2019. À tout de suite sur Sud Radio avec Régis Truchis. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Régis Truchis. Nous parlerons tout à l'heure d'Excentrique, un spectacle que vous êtes en tournée actuellement. Et puis on a évoqué vos débuts dans le hip-hop, donc vous êtes un des pionniers, vos premières rencontres. Et puis il y a eu un moment très très fort, c'est le 24 février 2019. Écoutez. It's wonderful to see you. It is, isn't it? La 91e cérémonie des Oscars. Et ça, pour vous, c'est une histoire incroyable. Ah, ça a été un bouleversement. C'est une amie à moi aux États-Unis qui s'appelle Betsy Betos, en fait, qui travaille avec les gens de chez Disney. C'était une danseuse excentrique et qui dessine aussi. Et elle m'a demandé de rendre hommage à Marcel Marceau, à Charlie Chaplin et Ray Harryhausen, au théâtre. À l'Académie des Oscars aux États-Unis. Même moi, j'ai encore de l'émotion quand je le dis. Vous n'imaginiez pas ça? Non, jamais. Jamais j'ai imaginé ça. Et donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait 5 minutes. Il a fallu trouver 5 minutes. Alors, 5 minutes. Alors, j'étais un peu coaché par Betsy Betos. Mais en fait, c'est marrant parce que là, quand on en reparle de ce moment-là, c'était tellement... Pour moi, c'était comme un vide. J'ai tellement eu peur parce que j'avais tout le milieu du cinéma américain, que ça soit les gens de chez Disney. Et comme on parlait de Ray Harryhausen, c'est celui qui a fait les premiers effets spéciaux. Donc il y avait l'équipe de Spielberg, de George Lucas. Enfin voilà, bref, de quoi mettre une grosse pression. Et je me rappellerai toujours. C'était juste avant de passer. Je regarde, je suis derrière le rideau. Et je vois tout le monde comme ça, et je me dis, mamma mia, qu'est-ce que je vais faire? Je savais ce que je devais faire, mais à ce moment-là, on ne sait plus ce qui se passe. Et là, j'ai dit, laisse tomber, laisse couler. Je crois que j'ai bu 2 bouteilles d'eau, mais j'en pouvais plus, tellement j'avais de pression. Même là, je suis en train de revivre ce moment-là. Et j'ai dit, allez, lâche tout, et tu repenses au petit garçon qui était chez toi, enfin, qui était dans ta chambre, à Villejuif, qui avait qu'une envie, c'était d'aller sur scène. Et là, vous rentrez sur scène, et qu'est-ce qui se passe? Trou noir, je suis ressorti, j'avais des applaudissements. Et c'est vrai, je me rappelle de rien. Heureusement qu'il y avait une vidéo pour que je regarde ce que j'avais fait, mais c'était vraiment pour moi le trou noir. Et d'ailleurs, ça a super bien marché parce que il y avait Shirley MacLaine, je sais pas si vous voyez qui c'est, qui vient à la fin, qui me dit « Oh, je peux prendre un selfie avec toi ?» Et j'ai dit non, c'est moi qui prends un selfie avec toi. Parce que j'étais super impressionné. Mais vous avez un point commun avec Shirley MacLaine, c'est-à-dire qu'elle a toujours considéré que la danse était importante. Elle n'a jamais appris ses rôles. Elle a préparé le gestuel de ses rôles avant de les interpréter sur le plateau. Eh ben, c'est un peu mon... Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on se ressemble à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que je me suis plus lâché dans le mouvement. Et en fait, au fur et à mesure où je vieillis, je commence à comprendre mon état émotionnel. Alors, ce qu'il faut savoir, si vous êtes là aux Oscars, Régis Truchis, c'est qu'ils ont essayé de faire un numéro dédié à la comédie chorégraphiée.
C'est ça. C'est ce qu'on appelle l'eccentric dance. Voilà. Et ça, vous étiez là, vous étiez le seul Français, parce qu'il n'y avait même pas d'ailleurs cette année-là un nommé Français. Ah non, il n'y avait rien. J'étais le seul Frenchie. Et même, on voulait filmer. Et à l'intérieur, il me disait non, c'est pas possible. Ça reste dans le milieu du cinéma américain, parce que c'est vrai que sur scène, il y avait un écran. Et là, il y avait des images de l'époque en danse. Et quand j'ai vu toutes ces images-là, j'ai dit on n'a rien inventé. C'était magique, magnifique. Donc vous aviez réparé, Régis Truchy, un numéro sur Charlie Chaplin. Sur Charlie Chaplin. Qu'est-ce que c'était comme numéro? Alors c'était en fait c'était des images qui étaient en adéquation. Ouais. Et en fait c'est un peu comme si je lui parlais, il me parlait. D'ailleurs c'était super sympa. J'avais l'impression que j'avais partagé la scène avec Charlie Chaplin. Et ensuite on est passé sur Marcel Marceau et ensuite avec Ray Harryhausen, celui qui faisait les premiers effets spéciaux, même dans Sinbad le marin, tout ça. Et à la fin j'avais des musiciens de Broadway qui m'interprétaient une musique que j'ai interprétée sur scène et je finissais dans la salle et j'ai eu une petite ovation qui m'a mis ma petite larme à l'œil. Voilà. Et Charlie Chaplin, il y a une mélodie qui reste incontournable. De petits chaussons de satin blanc. Un extrait des Feux de la Rampe. Vous aviez vu les films de Charlie Chaplin? Et oui, et c'est même avant de passer justement à l'Académie des Oscars, je regardais encore plus les films de Charlie Chaplin. Et c'est là que je me suis dit, oh là là, il faut que je les regarde tous. Parce que c'est comme dans tout, je commence à les comprendre. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'en fait qu'il faisait un mouvement, c'est vrai que souvent on voyait la forme, mais le fond était tellement dur, pur, qu'il y a une... En fait... C'est pour ça que ça sera indémodable. C'est toujours d'actualité. Il avait compris l'être humain. Et surtout, au départ, il ne voulait pas faire de cinéma, il voulait faire de la musique. Il a appris le violon et le violoncelle grâce à ses parents qui étaient chanteurs. Et comme il s'est dit, je ne pourrai jamais être un artiste, il est rentré au music hall avec l'équipe de Fred Carnot où il a été mime et le cinéma est arrivé ensuite. Et le cinéma est arrivé ensuite et c'est vrai qu'il a même quand il est passé même derrière la caméra, ça devenait très intéressant. Parce qu'il a mis en valeur toute la comédie burlesque. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il est passé à Paris avec la troupe de Fred Carnot. Sur scène, ce soir-là, il y avait W.C. Fields, il y avait Maurice Chevalier, et il y avait Fred Carnot avec donc Charlie Chaplin et un débutant qui s'appelait Stan Laurel dans la même troupe. Ah oui, je vois très bien. Mais j'aurais bien voulu assister à ça. Alors, les Oscars se passent, et puis le président vous félicite et vous fait une suggestion, Régis Truchy. Oui, il me dit, écoute, si tu as un spectacle un jour qui tient la route d'1 heure, moi je suis prêt à le prendre. Et alors? Et ben là, il est prêt. Et il est prêt. Mais moi, je suis jamais encore prêt. On n'est jamais prêt. Mais quand il vous a dit ça, vous n'imaginiez pas, Régis Truchy, ce que ça représentait? Non. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a un peu déstabilisé. C'est vrai que faire un numéro de 5, 6 minutes, 10 minutes, c'est bien. Faire un spectacle d'1 heure, j'avais plein de choses à raconter. Et justement, faut trier et il faut bien passer par des étapes qui sont très très importantes et là qui commencent vraiment à ressortir. Alors, il y avait vos maîtres, donc Marcel Marceau, Charlie Chaplin, mais il y a aussi Bob Fosse, Jerry Lewis et Fred Astaire. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, j'ai eu cette chance que il y a peu de personnes qui le savent. Jerry Lewis, Betsy Betos, je lui ai fait voir une vidéo de moi et il a adoré ce que je faisais et pour moi ça c'était un super compliment. Mais il venait souvent à Paris, il était très drôle, il était attentif aux autres. Michel Leb débutant, bien sûr, rencontre, il allait voir Michel Leb débutant. Grave. Et c'est vrai que j'aurais tellement voulu le voir parce que normalement il devait être là à l'Académie des Oscars à cette soirée-là et malheureusement il est décédé. Et il se trouve que cette soirée, c'était unique, il n'y avait pas de présentateur. Non. Parce que le présentateur avait eu quelques ennuis pour des phrases homophobes, et c'est la première et dernière fois qu'il n'y a pas eu de présentateur. Oui. Alors, il se trouve que Fred Astaire aussi, ça comptait pour vous. Fred Astaire, c'était Fred Astaire, la grâce, l'élégance, la manière de s'affirmer. Et même lui, c'est vrai que c'était dans l'acting, il était super bon, mais dans le mouvement aussi, quelle élégance. Mais surtout, et ça a dû vous marquer, il répétait 3 mois une scène de 3 minutes au cinéma en étant odieux avec ses partenaires, ça ne marchait pas. Il n'y a pas d'autre solution. Alors, c'est vrai que moi, alors je suis d'accord avec ça et pas d'accord avec ça. Parce qu'il ne faut pas être odieux, il faut laisser les gens venir avec ce qu'ils ont, il faut être rigoureux.
Mais par contre, le temps est très long. Parce que même je vois, quand j'étais même au Cirque du Soleil où je travaillais avec les clowns, un numéro de 3 minutes se travaillait pas en dessous de 6 mois. On est bien d'accord. Tellement c'est pur, dur. Et faut vivre le moment présent et comprendre vraiment tout ce qu'on fait. C'est très dur. Alors, vous rentrez au Cirque du Soleil en 2007, Régis Truchy. Comment? Parce que c'est pas banal, ça non plus. Non, alors, en fait, ça faisait 2 ans qui voulaient que je rentre chez eux. Et vous avez repéré, je crois, à Château-Vallon, non? J'ai eu un coup de téléphone. Ouais. Et d'ailleurs, je croyais que c'était un ami à moi qui délirait parce Ouais. que en fait, il me faisait un accent québécois. Ouais. Et je fais, mais non, mais c'est bon, arrête Totof, ça sert à rien, tu sais pas le faire l'accent. Et en fait, non, celui que j'avais au téléphone, c'est un monsieur qui s'appelle Michel Laprise. Oui. Celui qui était metteur en scène du spectacle de Madonna. Oui. Et qui me dit, non, mais je vous assure, c'est Michel Laprise. Je fais, Totof, t'arrêtes maintenant. C'est bon. Là, je suis en train de travailler, j'ai pas que ça à faire. Et enfin, ils m'ont rappelé 4-5 fois. Et le monsieur, il fait, mais je vous assure, je suis Michel Laprise du Cirque du Soleil. Vous êtes du Cirque du Soleil? Et là, il y a eu un moment, mais un grand blanc. Et directement, j'ai appelé mon pote, j'ai fait, c'est pas toi qui m'as appelé? Il me dit, non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Oh, mince, je rappelle. Et voilà, je suis parti là-bas. Et comment vous avez repéré, Régis Truchy? Oh, je pense que c'était alors à l'époque, c'était en cassette vidéo, je crois. Parce qu'il n'y avait pas d'internet. Et vous avez fait un spectacle qui les avait marqués? C'est ça. Je pense, et je sais pas quelle vidéo ils avaient vue, mais ils avaient entendu parler de moi. Et d'ailleurs, ils voulaient me prendre en tant que danseur. Et après, il y a eu une petite bascule. Alors, effectivement, je crois que vous avez créé un personnage de clown. C'est ça. En fait, c'est la première fois que je suis rentré dans leur studio. Il y a une dame qui a dit clown. J'ai dit quoi, clown? Moi, clown? Non, je suis pas clown, moi. Je suis danseur hip-hop, je suis Régis Truchy. Regardez sur votre feuille. Elle fait non, t'as une attitude de clown. Et après, j'ai compris. Et vous êtes allé à Macao. À Macao, j'ai habité là-bas pour faire le spectacle qui s'appelait à l'époque Zaya. Et pourquoi Macao? Ah bah ça, c'était le Cirque du Soleil qui m'avait envoyé là-bas. Et c'était dans un grand casino qui s'appelle le Venetian. En fait, c'était Sands Corporation qui ont construit un peu comme Las Vegas là-bas aux États-Unis. Ils ont construit à peu près la même chose à Macao. Et là, on a fait le spectacle. Et j'ai eu la chance de rencontrer un grand monsieur qui s'appelle Léonide Linking, qui était mon maître en clown. Voilà. Et le plus grand clown de l'histoire, ça reste quand même Groc pour tout le monde. Ah, bien sûr, Groc. Alors. Mais Michel Serrault m'a expliqué un jour qu'enfant, il a vu Groc et il a songé à devenir clown après avoir vu Groc. Il a changé ensuite, mais il a quand même été un peu clown dans la vie. Ah bah même beaucoup, hein. Michel Serrault, c'était un vrai clown. Et alors, vous ne pensiez pas être clown aussi? Pas du tout. Pas du tout. Mais par contre, c'est vrai que comme j'aimais beaucoup Courte Manche, j'avais même repris un de ces spectacles, Les Bébés, que j'avais fait en danse hip-hop à l'époque avec un partenaire qui s'appelle Hakim Maïch. Et c'est vrai que j'avais toujours été plus ou moins attiré justement par le côté un peu personnage burlesque. Et puis la vie à Macao est quand même très particulière. Je crois que Macao devance Monaco et Singapour dans la densité de population, 600 000 habitants sur 30 km². Oui, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et on peut vivre là-bas tranquillement, on peut travailler. Ah bah là, oui, moi je sais que je faisais que ça, quoi. Je faisais que ça. Alors ensuite, il y a eu autre chose. Je crois qu'il y a eu un collectif d'artistes de cirque de Guinée qui s'appelait le Cirque Mandingue. Ah, dis donc, vous êtes vraiment bien renseigné, hein. Qui vous a engagé. Exactement. Oui, j'ai travaillé avec le Cirque Mandingue où justement je jouais le clown blanc. Et ça vous a appris encore beaucoup de choses. Ah bah totalement. De toute façon, à chaque fois qu'on fait un spectacle, on repart toujours de zéro. Mais le clown finalement et le hip-hop, ça se mêlait à la fin. Ça se mêlait parce que quelque part dans la spécialité que je pratiquais, tout ce qui est animation, boogaloo, waving, il y a beaucoup de choses qui venaient quand même, qui ont été influencées par le mime. Et le mime, ils utilisaient la même chose par rapport à leur corps pour faire des personnages. Donc en fait, c'est lié, tout est lié. Et vous avez quitté le Cirque du Soleil, mais vous avez quand même remporté un prix du Cirque du Soleil. Ah oui, alors ça, c'était une coïncidence. J'étais avec un artiste qui s'appelle Baboulé, contorsionniste, et c'est vrai qu'on a fait un numéro de 5 minutes et j'ai eu le prix du Cirque du Soleil. C'était au festival du Cirque de demain. Exactement. Mais là, on n'est plus du tout dans le hip-hop, on est dans le cirque. Vous étiez parti, complet. vous étiez parti pour être un artiste de cirque. Bah oui, ou c'est parce que aussi le cirque s'est intéressé justement à tous les arts de rue et ils ont réussi à les mettre sur des pistes de cirque. Et finalement, le hip-hop vous manquait pour y revenir? Bah de toute façon, même si je suis dans le cirque, mais mon attitude
quelque part, même dans mon corps, c'est hip-hop. Eh ben justement, on va en reparler à travers une autre date, le 22 novembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Régis Truchy. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Régis Truchy, l'un des maîtres du hip-hop et l'un des pionniers du hip-hop en France. On a évoqué votre parcours avec notamment les Oscars à Hollywood où vous avez triomphé, seul français. On a évoqué votre parcours au Cirque du Soleil et puis tout ça a donné un spectacle. Alors le 22 novembre 2023, la reprise de ce spectacle à la Nouvelle Ève, avant une tournée en France qui est en ce moment. C'est un spectacle qui est une comédie chorégraphique qui s'appelle Excentrique. Alors, Excentrique, E2C, attention. E2C, parce qu'en fait, ça vient de Eccentric Dance, une danse qui vient des années 1920. Et en fait, l'Eccentric Dance, c'est quoi? C'est un danseur burlesque. C'est souvent des solistes, c'est pas des chorégraphies, c'est souvent des solistes. Et peu importe la danse qu'on pratique, c'est la manière de jouer. Elle est née dans les années folles, cette danse. Exactement. Et souvent, il y avait des pas, ça ressemblait plus à du charleston, jazz swing, claquette, et c'était très très fort. Et donc, vous avez découvert cette danse comment, Régis Truchy? Grâce à mon amie Betsy Betos, qui est aux États-Unis, qui travaille pour Disney de temps en temps. Et c'est elle qui m'a expliqué d'où ça venait, le pourquoi du comment. Et parce que c'est vrai que souvent, on avait un ressenti, mais mettre des mots dessus, c'est quand même assez compliqué. Alors, vous découvrez cette danse et vous essayez de monter un spectacle. C'était pas évident. Vos 5 minutes sont transformées ainsi. Et c'est ça. Là, je me suis pas rendu compte de ce que j'étais en train de faire. Surtout que même, je vais avoir 50 ans cette année et je me suis dit, waouh, ça va être un peu dur. Mais ça va. C'est-à-dire que c'est né comment ce spectacle? Vous avez travaillé pendant des mois pour mettre au point ce spectacle qui est une suite de petits numéros. C'est une suite de petits numéros. Il y a un petit fil conducteur qui est moi-même, un spectateur lambda qui arrive en retard. Il voit une lumière sur scène. Et cette lumière, il part dedans et ça fait, on voyage pendant 1 heure dans le mime, danse, comédie. Et à la fin, cette lumière, je la prends et je la redonne au public. Parce que si ça m'appartient, ça appartient à tout le monde. Et le coup de rentrer sur scène, arriver dans la salle en retard, quelqu'un l'a fait à ses débuts pour se faire remarquer, c'est Robert Lamoureux, qui aux Trois Baudets arrivait dans la salle, s'installait au premier rang et commençait à insulter Francis Blanche qui était sur scène. Francis Blanche lui répondait, il montait sur scène, il faisait son numéro. Ah bah ça c'est bien. Voilà. C'est un peu ça, sauf que j'insulte personne. Mais c'est ça. Ah oui, c'est exactement. Alors, dans ce spectacle, il faut savoir que vous jouez plusieurs personnages, un chef d'orchestre, E.T., une sirène, un robot. À chaque fois, c'est un personnage avec le hip-hop. Avec le hip-hop, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est ma manière, ma manière de me mouvoir, de bouger. De toute façon, elle vient de là. Donc forcément, c'est hip-hop, mais c'est excentrique parce que c'est dans mon excentricité. Et justement, je suis quelqu'un d'introverti et cette lumière me permet de me faire sortir un peu de mes gonds. Oui, mais c'est un travail énorme aussi et fatigant parce que physiquement, il faut s'entretenir. Et en fait, physiquement, c'est fatigant, certes, parce qu'il y a de la danse, il y a de la performance. Mais en fait, ce qui est le plus fatigant, c'est l'émotion. Vous avez vu quand vous avez une déception ou quand il y a une bonne nouvelle, et ben souvent, cette émotion, elle peut nous puiser. Elle nous emmène, à la fin, on est fatigué. Et ben c'est ça qui me fatigue le plus, je pense. Mais c'est un entraînement quotidien aussi. Une rigueur de fou. Une rigueur de fou parce que, en fait, on est dans l'état émotionnel avec une musicalité qu'on doit connaître par cœur et il y a notre corps qui se trimballe au milieu. Voilà. Et le corps, faut l'entretenir. Il faut l'entretenir. C'est des heures de tous les jours? Tous les jours. Tous les jours, ça, c'est sans pitié. Parce que sinon, même arrivé à 50 ans, je pourrais plus jamais rien faire. Quand on voit, par exemple, je me souviens de Leslie Caron à 70 ans, qui avait une barre chez elle pour faire encore des exercices tous les matins. Bien sûr, mais même moi, quand je me lève, je fais des exercices. Parfois, je prends des bains où, justement, j'étire mon corps, même dans la chaleur, ça fait un peu de bien. Et ouais, il faut toujours l'entretenir. Parce que c'est comme tout. Si on s'arrête, eh ben, ça devient compliqué. Alors, il y a aussi très important dans ce spectacle, la lumière et les ombres chinoises. Oui. Parce que, en fait, à un moment donné dans le spectacle, je fais des hommages à Michael Jackson, à Madonna. Et pourquoi l'ombre? Parce que dans ma chambre, quand je regardais ma lumière, je me disais toujours, tiens, j'aimerais être comme ça. Et on donnait des formes. Et quand j'ai fait un hommage à Michael Jackson ou même Madonna, c'est des gens avec qui j'ai pas travaillé, mais j'aurais aimé faire un peu ce qu'il faisait. Et voilà, c'est pour ça que j'ai pris l'ombre. Alors finalement, ce côté excentrique, vous l'avez repéré, mais il a fallu le travailler parce que les techniques sont poussées à l'extrême. C'est exactement. En fait, l'excentricité, on prend
le corps, on a l'impression que c'est de la contorsion, mais c'est de l'isolation de corps. C'est ce que faisait Étienne Decroux, le prof de Marcel Marceau, au niveau du mime. Dès qu'on commence à connaître son corps, on peut faire donner une illusion justement un peu plastique. Étienne Decroux a eu un autre élève beaucoup plus dissipé, qui était Raymond DeVos, qui a appris le mime. Et un jour, comme il n'était pas tout à fait d'accord avec DeVos, qui mettait la pagaille dans son cours, il a dit « Et maintenant, je vais vous montrer du mime ce que devrait faire Monsieur DeVos et qu'il ne fera jamais. » et DeVos arrivait, avec son corps, son poids, à faire du mime. Et d'ailleurs, moi, je l'ai déjà entendu dire, Raymond DeVos, oui, j'ai arrêté parce que mon corps ne suivait pas. Et en fait, moi, je l'ai vu, j'ai vu quelques images de lui, il était très très fort. Bien sûr. Mais lui, il donnait une illusion de fou, quoi. Moi, je l'avais toujours entendu dans le mot, le verbe, mais encore, il était super bon. Jusqu'à la fin de sa vie, il a fait un numéro de mime, notamment L'homme qui marche sur la lune, c'était extraordinaire. Il était magnifique, magnifique. Alors, il y a aussi une influence que beaucoup d'enfants connaissent, c'est la danse des squelettes de Walt Disney. Ça aussi, c'est le même principe. Ben oui, parce que Walt Disney s'est toujours intéressé, en fait, aux personnages dans la vie. De toute façon, si on veut ramener de la fiction, il faut comprendre encore plus l'être humain. Il faut quelque chose de naturel pour aller dans l'irréel. Et puis, il y a eu quelqu'un de très connu, et finalement, elle a fait du hip-hop sans le savoir, c'est Joséphine Baker. Oui, oui, c'est vrai que mais elle c'était une des grandes pionnières même de la danse excentrique. Bien sûr. Sa manière de bouger, même les grimaces qu'elle faisait, elle était énorme. Elle est repérée aux États-Unis dans un cabaret. Elle faisait déjà ça. C'est exactement Elle vient ça. à Paris faire son numéro, mais je ne sais pas si vous le savez, la veille le numéro était pas au point, était très triste. Et on appelle Jacques Charles, qui était à l'époque le metteur en scène de Mistinguett au Casino de Paris. Oui. Qui le soir vient voir Joséphine Baker la veille de la première et lui fait refaire entièrement son numéro. Et c'est comme ça que le lendemain, elle a fait la danse sauvage. Ah, comme quoi. Mais ça, c'est fort là ce que vous venez de dire, parce que justement, nous, en tant qu'artistes sur scène, même si on sait faire des choses, il faut toujours quelqu'un d'extérieur. Parce qu'on est notre pire ennemi. Et c'est vrai que quand on va sur scène, c'est pas normal. Donc il faut ramener une normalité. Et justement, l'œil du metteur en scène doit être très attentif et être à l'écoute de l'artiste qu'il a en face de lui pour retirer le meilleur et qu'il soit le plus identifiable sur scène. Mais la danse excentrique comme le hip-hop, au départ, c'était réservé à une élite, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, Régis Truchy. L'excentrique ? Ah bah oui, non, c'est à tout le monde. De toute façon, l'excentrique dance, c'était une danse de rue aussi, c'est pareil, quoi. Mais le grand public, on n'imaginait pas, voici 10 ans, qu'il y a un spectacle qui puisse s'afficher complet. Vous passiez à la Nouvelle Ève, vous fassiez une tournée. Ah bah bien sûr. De toute façon, c'est vrai que c'est des choses parfois qui nous dépassent, mais ça vient d'une envie. Et je pense que l'envie donne envie à beaucoup de gens. Oui, et finalement, que l'on soit qu'on vienne de la rue ou qu'on soit fasse de hautes études, on a envie de danser le hip-hop. Exactement. Exactement, parce que de toute façon, ce ne sont que des ressentis. Et le ressenti, on l'a au plus profond de nous-mêmes. Et en fait, il faut juste le faire ressortir. La musique est très importante aussi pour vous dans ce spectacle. Énormément. Et d'ailleurs, qui me met parfois en difficulté par rapport à mon personnage que je veux interpréter sur scène. Avec le corps, faut pas que je me fasse dépasser. Pourquoi ? Bah parce que en fait, c'est comme les mathématiques, c'est de l'adéquation. Il faut que la musique corresponde exactement au gestuel. En fait, il faut que ça corresponde à mon état émotionnel qui va me donner ma gestuelle. Et puis la musique, elle compte dans ce spectacle, notamment avec ce morceau. Thriller, Michael Jackson. Michael Jackson. Vous l'avez jamais rencontré, mais pour vous, c'est un maître. Non, ouais, c'est un maître. Mais la chance que j'ai eue, c'est ce que je disais, c'est d'avoir partagé avec son coach personnel qui vivait justement à Neverland, Popin Taco, son vrai nom Bruno Falcon, qui entraînait Michael Jackson. Là aussi, c'était un travail immense. On voit le travail de Michael Jackson, ça n'a pas été simple. Parce que c'est quelqu'un qui avait toujours une rigueur aussi, c'est pareil. C'était un petit enfant dans un corps d'adulte. D'ailleurs, généralement, quand on me demande ce que je fais, comment je ressens les choses, c'est ça que j'essaye toujours d'être, c'est un enfant dans un corps d'adulte. Mais Michael Jackson, donc, d'abord, il reconnaît de ne pas avoir inventé le moonwalk. Personne n'invente. Si, alors moi j'ai vu des images de Maurice Chevalier en 1922 avec Mistinguett dans un film muet, et en 56 à l'Alhambra, il sort en faisant les mouvements du hip-hop. Ça oui, mais parce que... Et de la danse de Michael Jackson. Mais c'est vrai, et même à l'époque, il y en avait même d'autres aux États-Unis, parce que quand j'ai regardé justement ce reportage sur Excentrique, c'est vrai que
il y avait le mime, mais je pense que même aux États-Unis, déjà, il y avait des gens qui étaient déjà en train de danser, même avec les claquettes, et qui faisaient des mouvements qui ressemblaient énormément. Et je pense que c'est le fait d'être ensemble, en communauté, et qui nous permet de créer. C'est pour ça que je dis, on n'invente pas, mais quelque part, on s'inspire de tout ce qui nous entoure. Il se trouve, Régis Truchy, que le spectacle que vous présentez en tournée, donc vous avez présenté La Nouvelle Ève, c'est la seconde version d'un spectacle qui a commencé au Festival d'Avignon. C'est ça, c'est exactement ça. Parce que, en fait, au Festival d'Avignon, j'étais encore dans... Je me cherchais. Je disais, non, ça c'est bien, mais ça marche pas. Et heureusement, j'ai eu monsieur Gilles Galliot, qui est venu m'aider, et j'ai mon producteur aussi, Mathieu Petit, qui sont là tout le temps à m'épauler. Et là, je commence à bien l'exister. Enfin, à bien le faire exister. Pardon. Et vous avez commencé, après le Covid, à la Gaîté Montparnasse. À la Gaîté Montparnasse. Et d'ailleurs, c'est bien parce que le Covid m'a permis d'écrire et d'élaborer justement ce spectacle. Et vous l'avez fait évoluer puisque La Nouvelle Ève, c'est plus le même spectacle. Ah non, c'est plus du tout le même. C'est plus du tout le même parce que là, je commence à exister. C'est ce que je dis même. C'est même ce que je disais à mon attaché de presse, Oscar. Là, il n'y a que maintenant où je commence à le mettre en place. C'est-à-dire à vivre le moment présent avec le public et à être en accord avec tout ce que je fais. Et avant, c'était pas ça. Et en tournée, là, vous allez présenter le spectacle en adéquation avec le public. Normalement, oui. Alors, il y a eu également de la mise en scène. Vous avez beaucoup de mise en scène. Et je crois que ça a commencé avec la compagnie Rat Pack. Oui, c'était la compagnie... Speakeasy. Ouais, Speakeasy. Et justement, en fait, à la base, je devais faire que la chorégraphie. Et il s'est avéré que j'ai fait la mise en scène. Et c'est pareil. Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que souvent, j'étais dans des grands spectacles et je voyais des artistes qui étaient formidables. Et je me suis dit, on va pas jusqu'au fond des choses. On reste souvent sur de la forme. Alors, même moi qui suis danseur, normalement, c'est la forme qui m'intéresse le plus. Mais non, j'ai toujours dit pourquoi, comment, il faut comprendre le fond. Après, c'est pas obligé que ça soit intellect. C'est juste aimer. Comment tu vas faire voir que tu aimes quelqu'un ou quelque chose sur une scène? C'est ça qui m'intéresse. Et parmi les spectacles que vous avez dansés, il y avait les 10 commandements. Les 10 commandements. Ah oui, ça c'était en 2000. Ouais. Oui. À l'époque où personne ne croyait aux 10 commandements. C'est ça. C'était Kamel Ouali, justement, qui m'avait mis sur ce spectacle. En fait, non, c'est Bruce Ikenji, celui qui fait le festival du Juste Debout, qui m'avait emmené dedans et j'ai sympathisé avec Kamel. Et on a fait les 10 commandements, où on avait la chance, justement, de faire les vizirs, les suivants de Daniel Lévy. Et on restait dans la forme avec des waves, du bougalou. Et Kamel nous a donné cette chance, cette porte ouverte. Et parmi vos mises en scène aussi, Régis Truchy, il y a eu le duo Vice Versa. Vice Versa, qui sont deux très grands clowns, Anthony et Ndiaye. Et qui ont commencé de façon particulière. Ils étaient dans la parade de Walt Disney. Ils se sont rencontrés, ils ont créé leur numéro. C'est ça. Et comment vous êtes retrouvé metteur en scène de ça? Parce que j'étais à l'Alhambra. Et en fait, parce que je faisais la mise en scène de Jean-Philippe Janssen. Et le directeur de l'Alhambra m'a dit, oh tiens, je m'occupe d'un groupe qui s'appelle les Vice Versa. Viens les voir, tu vas voir, c'est bien. Et je les ai rencontrés. Et j'ai dit, OK. Et puis il y a eu la finale de l'édition 2018 à l'Accor Hotel Arena d'un concours avec 4000 danseurs. Oui, alors ça c'est mon ami, comme mon frère Bruce, avec qui j'ai partagé beaucoup de scènes de danse hip-hop. Et lui, il fait le plus grand festival au monde qui s'appelle Le Juste Debout. Et parfois, il me demandait de l'aide justement pour faire l'ouverture à Bercy. Et jouer à Bercy, faire danser à Bercy, c'est quelque chose. Oh, c'est pas facile. C'est pas facile. Et puis en plus, on a un laps de temps qui est vraiment assez restreint. Donc voilà, faut contenir tout ça, quoi. L'avenir maintenant, c'est cette tournée. Et ensuite, Régis Truchy. Ensuite, ce que je veux faire vraiment quelque chose qui me tient à cœur, c'est de passer parfois derrière la caméra et mettre en avant tout ce qui est le mouvement corporel, mais le jeu. Eh bien, continuez ainsi, pas à pas, si j'ose dire. On ira vous voir en tournée. Je crois que les dates sont sur Internet. On les trouve sans problème. C'est ça. Régis Truchy, avec ce spectacle. Et puis j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'on vous retrouvera dans les clés d'une vie. J'espère aussi. Ce n'est que le début, comme on dit. Exactement. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Régis Truchy. Et merci à vous, parce que franchement, les questions étaient très intéressantes. Merci. Et rendez-vous bientôt et restez fidèles à l'écoute de Sud Radio. Merci.